Recording in progress. Voilà, désolé. Là. On va fermer votre... On a juste les speakers. Bon. Voilà. Décidément, c'est ce soir. Je ne sais pas s'il reste d'autres choses qui peuvent accrocher ce soir. Je pense qu'on va avoir fait le tour. Désolé pour les gens en ligne. J'étais à la lecture de l'ordre du jour. Je suis rendu au point 7.5, une demande de PIIA au 221 rue du Quai. C'est le lot 3 547 360. 7.6, une autorisation de camping temporaire pour la fabrique de Carleton. 8, dans les dossiers du développement économique et du tourisme, il n'y en a pas ce soir. 9, dossiers loisirs, culture et vie communautaire, il n'y en avait pas. 10, dossier des travaux publics. En 10.1, on a l'adoption du règlement 2022-467 régissant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau des immeubles résidentiels et non résidentiels.
11 dossiers de la sécurité publique. En 11.1, on a la coopération municipale pour la structure du service de sécurité en milieu nautique. Dépôt d'une demande d'aide financière. 11.2, mise en place d'un service de sécurité nautique à Carleton-sur-Mer, ajout de schéma de couverture de risque de la MRC d'Avignon. 11.3, formation en sauvetage sur les plans d'eau, octroi de mandat. 12 prochaines séances, 13 autres sujets, 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levées de la séance. Que j'ai quelqu'un qui me propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Leblanc. Merci. Ce soir, dans les points que j'ai présentés à l'ordre du jour, on a l'adoption des états financiers de 2021. C'est pour cette raison que M. Audette est avec nous, Luc Audette, et Mme Forêt aussi, notre trésorière, M. Audette de Raymond Chabot de Grant Thornton, qui vont nous présenter les états financiers de 2021. On devait aussi avoir dans la procédure, ce qui a été indiqué dans le hublot aussi, une adoption d'un projet de règlement, un deuxième projet de règlement pour permettre un camping rustique. C'est une demande qui avait été faite. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la salle. Il devait y avoir une consultation publique ce soir sur ce point-là spécifiquement. Il n'est pas à l'ordre du jour pour la simple et bonne raison que vendredi dernier, le propriétaire, le promoteur nous a fait une demande pour revoir, en fait, souhaitait revoir sa demande, faire des modifications. C'est pour cette raison-là qu'on ne l'a pas mis à l'ordre du jour ce soir. Ceci dit, si vous avez des éléments, si vous avez des questions spécifiquement pour cette consultation-là, on peut les entendre. On peut prendre le temps pour écouter vos demandes, vos préoccupations s'il y a lieu, puis ensuite les intégrer dans la réflexion. Mais on a reçu une demande, cette demande-là vendredi dernier, donc on ne l'a pas encore parlé, on ne l'a pas traité avec le conseil. Ça va être aux prochaines séances, après la séance de juin prochain, mais on va quand même prendre le temps nécessaire ce soir pour en discuter avec vous. Je commencerai sans plus tarder par M. Audette qui va nous présenter les états financiers, puis ensuite, on va faire un petit entorse à l'ordre du jour. Là. On va débuter par le point 6.1, le dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. La parole est à vous, M. Audette, si vous voulez nous présenter. Merci. Le document, parfait. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et vous présenter les états financiers de la ville de Carleton-sur-Mer. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un résumé là, de qu'est-ce qui s'est passé durant l'année, avec quelques petits graphiques là, juste pour agrémenter un peu la présentation. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous surtout pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, j'y vais tout de suite avec la deuxième page qui va être l'état des revenus et dépenses de la ville de Carleton. Alors, au niveau des... Je savais me chercher. On a l'état des revenus et dépenses. La ville de Carleton a des organismes qu'elle contrôle, donc la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, et le Quai des Arts également, qui font partie du périmètre comptable de la ville. Alors, ce sont des états financiers consolidés qu'on présente, qui regroupent les transactions là, de ces trois organismes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a ici, au niveau de l'année 2021, les réalisations au niveau de la ville, les réalisations au niveau des organismes et les totaux consolidés pour l'année 2021. Également, en comparatif, en 2020, les totaux consolidés. Lorsqu'on fait un petit résumé rapidement, lorsqu'on fait la consolidation entre les organismes, il faut venir éliminer les transactions qui sont entre les deux. Donc, si la ville donne de l'argent à la SDMC, mais lorsqu'on consolide, ça apparaît comme une dépense dans la ville, ça apparaît comme un revenu dans la SDMC, mais lorsqu'on consolide, ce revenu et cette dépense-là sont annulés. Donc, vous allez voir des fois qu'il y a des chiffres on ne peut pas nécessairement additionner les deux colonnes pour arriver à un total. Vous allez voir, il va y avoir certaines différences. Et c'est justement à cause de ces transactions-là entre la ville et les organismes. Alors, je vais y aller ici au niveau
réalisé consolidé pour les revenus de la Ville. Alors, il y a eu des taxes municipales de charger pour un total de 5,8 millions l'an passé. Des paiements tenant lieu de taxes pour 312 000 paiements tenant lieu de taxes, c'est des montants que la Ville va chercher sur les immeubles du gouvernement qui sont sur son territoire. Donc, entre autres, les écoles, cégep, la CPE, la garderie, les terrains du gouvernement. Donc, un total de 312 000 Les revenus de transfert, qui se trouvent être des subventions que la municipalité reçoit pour son fonctionnement, soit des subventions pour la voirie ou de la péréquation, des choses comme ça. Un total de 666 000 cette année. 2 454 000 en services rendus. Les deux gros morceaux de ce montant-là se trouvent être les revenus provenant du camping qui représentent là, 1,4, 1,5 million environ là, de revenus, puis 575 000 au niveau du golf. Donc, les deux gros morceaux. Il y a les revenus provenant du Quai des Arts également qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Donc, 2,4 millions de revenus cette année. 909 000 en autres revenus, qui comprend, là, entre autres, les montants que la Ville reçoit pour les revenus de redevances éoliennes. Puis également, là, les droits de mutation immobilière que la Ville peut recevoir. Donc, un montant de 909 000 Donc, total des revenus pour l'année de 10 194 par rapport à 9,7 l'an passé. Au niveau des charges de fonctionnement, toutes les charges de fonctionnement au niveau de la Ville, en administration générale, 1,38, 1,3, 1 038 000 747 800 en sécurité publique. Les dépenses relatives au transport qui se trouvent être la voirie municipale, le déneigement des routes, également l'éclairage des rues, un total de 1,2 million l'an passé. 1,5 million, 1 584 000 en hygiène du milieu, tout ce qui a rapport avec l'aqueduc et l'égout, les déchets, le recyclage, ça totalise 1,5 million en bout de ligne. 63 000 en santé et bien-être, l'aménagement, urbanisme et développement pour 672 000. Presque 2,4 millions en loisirs et culture. Les dépenses relatives évidemment au camping, au golf, le Quai des Arts, donc 2,4 millions, et les frais de financement pour 411 000 Donc un total de 8 123 000 l'an passé par rapport à 7,2 en 2020. Dernier élément au niveau de l'état des résultats, c'est des éléments de conciliation à des fins fiscales. Donc, pour amener les revenus et les dépenses sous une forme municipale. Donc, dans les produits de cession ou d'immobilisation corporelle, un total de 116 000 Gains sur la cession d'immobilisation pour 75 400 Des prêts et placements à long terme à titre d'investissement, 5 740 Le remboursement des dettes à long terme, la Ville a remboursé 1,3, presque 1,4 million de capital sur sa dette l'an passé. 361 000 au niveau des affectations pour les activités d'investissement. Donc, à même son budget, la Ville a acquis des immobilisations, des équipements, des aménagements de travaux, exemple aux arpents verts. Donc, ça a été puisé à même son budget, 361 900 et 45 000 au niveau de l'excédent accumulé, des affectations au niveau de l'excédent accumulé. Ce qui laisse à la fin un total consolidé de 340 075 de surplus de la Ville et des organismes. Donc, le surplus de la Ville, 246 000 et les organismes pour 94 000 qui comprend le SDMC et également le Quai des Arts. Vous avez des questions par rapport à l'état des résultats, ça va? Oui? Moi, je me demandais, est-ce que c'était la différence, c'était quand même notable au niveau du transport? Transport, au niveau des dépenses de transport? Oui. Il y a eu beaucoup d'entretien des chemins. Il y a eu la route Beaulieu, entre autres, qui a été beaucoup de travaux. Il y a eu pour 200 000 de travaux sur la route de Beaulieu. Donc, l'entretien des chemins. Ça, c'est ce que je me suis dit, c'est ce qui s'en va aux arpents verts, c'est ça, Beaulieu? Okay. Donc, il y a pour 286 000 d'entretien de chemin, un peu plus que ce qui avait été prévu, puis également par rapport à l'année passée.
route Beaulieu, là, on se souvient, il y a eu, suite à la crue des eaux, là, la route était l'état de fonctionnement. On allait chercher une subvention, tout ça, mais on a dû refaire une partie de la route de la rivière. C'est comme on n'avait pas le choix. Ouais. Donc, c'est 200 000 qui est financé pratiquement à 100%. À la page suivante, sous forme de graphique, là, on peut voir la répartition des revenus de la ville. Donc, les taxes, la ville représente là, 61% de son budget. Au niveau des services rendus, c'est 20% de son budget avec 1,9 million. Les droits, pénalités, les amendes, les autres revenus, 907 000, les subventions. Donc, on voit là, la grande partie, évidemment, c'est les taxes, mais il y a d'autres revenus, là, d'autres revenus sont représentés de cette façon-là pour donner l'image du poids des taxes et des services rendus par rapport à l'ensemble des revenus de la ville. La même chose au niveau des dépenses. Donc, on peut voir là, au niveau des dépenses, le plus haut, c'est au niveau des loisirs. Loisirs-culture représente 26% des dépenses de la ville. Donc, camping, arena, quai des arts, le golf également. Le transport, 16%, pardon. 16% au niveau du transport, 20% de l'hygiène du milieu. Donc, ça donne une idée de la répartition là, des dépenses là, et des revenus au niveau de la ville, son fonctionnement. La page suivante, vous avez le sommaire des investissements à des fins fiscales. C'est au niveau des immobilisations, les acquisitions d'immobilisation que la Ville a faites durant l'année. Donc, je vais mettre tout de suite ici au niveau des acquisitions. Il y en a eu pour 1 700 000 $ d'acquisition d'immobilisation durant l'année, par rapport à 1,67 million l'an passé. Donc, en administration générale, il y a eu des équipements achetés pour 31 000 $, 15 000 en sécurité publique, l'achat d'équipements également, 239 000 au niveau du transport, qui sont, entre autres, le rechargement de la route Saint-Louis pour 220 000 qui a été inclus dans ce 239 000 $. 134 000 dans l'hygiène du milieu, l'aqueduc et l'égout qui a été fait au camping, l'achat d'équipements. 198 700 pour l'aménagement, urbanisme et développement, les travaux pour la piste cyclable, l'aménagement au quai des arts également. Donc, tout ça totalise presque 200 000 $. En loisirs et culture, 388 600 des travaux à l'aréna, les terrains de tennis qui ont été refaits, également aux arpents verts, l'aménagement du bâtiment. Donc, tout ça totalise dans chacune des catégories. Il y en a pour 1 million de dollars de dépenses. La façon que ça a été financé à cette heure, il y a eu des revenus provenant des investissements, des subventions, des choses comme ça pour 374 000 $. La Ville a pris à même son budget 361 900 à financer 361 900 de dépenses d'immobilisation et elle a utilisé 144 000 $ de ses fonds réservés qui se trouvent entre autres la grande majorité de fonds de roulement pour venir financer ces immobilisations-là. Il reste un déficit de 133 000 $. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des dépenses qui vont être financées l'an prochain. Donc, ça a l'air un gros déficit comme ça, mais c'est pas... c'est juste un déficit parce qu'on doit fermer l'année financière le 31 décembre. Si la Ville avait financé le 15 janvier, ben, on arriverait à un surplus égal à 0. Un déficit égal à 0. Ça va pour les activités d'investissement. L'avant-dernière page que je veux vous montrer, c'est au niveau des surplus accumulés de la Ville et des organismes. Alors, encore une fois, là, c'est présenté sous une forme avec la Ville et les organismes contrôlés et total consolidé. J'y vais ici avec le total consolidé où il y avait des surplus accumulés en début d'année pour 616 000 $. On vient rajouter le surplus de l'année de 340 075 et la Ville a utilisé ces surplus là, pour certaines choses au niveau des activités de fonctionnement, au niveau des activités d'investissement également, donc 45 200 pour financer des dépenses de fonctionnement, 4 300 pour financer des dépenses d'investissement
et vient soustraire également d'un montant de 150 000 qui a été pour augmenter le fonds de roulement de la Ville. Donc, il y avait des surplus d'accumulés. La Ville a décidé d'utiliser ces surplus-là pour augmenter le fonds de roulement qui donne une marge de manœuvre supplémentaire à la Ville lorsqu'elle veut faire des dépenses en immobilisation. Tout ça amène le surplus accumulé de la Ville et des organismes à un montant de 756 885. Le surplus de la Ville est de 591 000 et les organismes pour 166 000 Ça va pour le surplus. Dernier élément que je veux vous montrer, c'est, on a parlé tout à l'heure du remboursement de la dette de la Ville qui a fait 1,4 million de remboursement en cours d'année. Donc, je vais vous présenter un petit tableau là, qui représente le montant à la charge, la dette qui est à la charge de la Ville ou des organismes. Donc, à la fin de l'année, au 31 décembre, la dette qui était à la charge de la Ville, premièrement, la dette totale de la Ville est de 14 millions de dollars, 14 402. Ce montant-là, il est réparti de la façon suivante. Il y en a pour 13 610 qui sont à la charge de la Ville, la dette donc qui vont être remboursée par les contribuables au cours des prochaines années. Il y a des dettes qui sont remboursables par le gouvernement du Québec pour un total de 678 000 $. Donc, la Ville a emprunté pour le gouvernement rembourse capital et intérêt par la suite. Et il y a une dette également au niveau de la Société de développement mise en valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC, de 113 000 $. Donc, c'est ce qui compose là, le 14 millions. Sur le 13 610 000, la Ville a déjà des surplus d'accumulés pour 465 000 $ qui vont être affectés au remboursement de la dette en 2022. Donc, déjà là, en partant là, sur le 13 600 000, ben, il y en a 465 000 qui est remboursé là ou qui va l'être sous peu ou en 2022. Donc, ça vous donne un petit topo là, au niveau de l'endettement de la Ville au 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux états financiers? Par rapport aux États, mais directement, comment est-ce que la municipalité tient compte dans ses prévisions-là de la hausse des taux d'intérêt pour payer cette dette-là? 1 ou 2 de 14 millions, ça peut faire mal à un budget. Est-ce qu'on va diminuer les services? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut savoir que la dette là, est composée de plusieurs règlements d'emprunt. Aux 5 ans, ces règlements d'emprunt-là sont renouvelables. On en a, là, on ne le voit pas dans ce tableau-là, mais ça varie. Les taux d'intérêt actuels, ça varie de 1,47 à 8,5. On a des règlements d'emprunt qui ont été faits au Quai des Arts. Le Quai des Arts n'a pas accès au même taux d'intérêt que la Ville. Ces règlements d'emprunt-là vont disparaître à 8,4, mais ça varie. Présentement, on est à 3,5 d'intérêt. C'est sûr que ça monte à 6. Mais en tout cas, avez-vous prévu à payer un coût d'une façon ou d'une autre? Ben, c'est possible. Assurément, ça va avoir un impact sur les prochains règlements d'emprunt lorsqu'on fait du renouvellement. C'est toujours, quand on renouvelle, c'est toujours l'année d'après. On le voit vraiment sur le compte de taxes du citoyen. Quand on fait nos budgets, on peut le prévoir à l'automne où on va évaluer la charge de la dette, mais assurément, ça va avoir un impact. Je ne sais pas si ça répond, là, mais ça... Ben, ça répond aussi vague qu'on peut le prévoir. Ben, c'est sûr que ça va avoir un impact à la hausse sur les frais de la Ville, sur les dépenses de la Ville. Il va falloir oui, ça demeure vague. Il y a d'autres éléments internationaux qui peuvent être financés aussi. Vous aviez d'autres questions par rapport aux états financiers? Essentiellement, c'est ce que je voulais vous présenter. Alors, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de réunion. Oui, je comprends qu'il n'y a pas. Merci beaucoup, c'est bien gentil. On va procéder à l'adoption des états financiers là, juste un petit peu plus tard tout à l'heure. Oui, là, j'ai ouvert. C'est bon.
On va passer maintenant au point 2 de l'ordre du jour. On est à la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Avant de procéder dans la réunion publique, on adopte différentes résolutions. Il y a toujours la période de questions à la fin, mais ce qu'on vous invite à faire, si vous avez des questions sur les points qui sont à l'ordre du jour, les points que j'ai nommés tout à l'heure, je vais vous inviter à le faire maintenant. On va ajouter à ça la consultation sur le camping rustique. Puis un autre petit point, je vais commencer par le camping rustique. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu. C'est une demande qui avait été déposée. On avait fait la première étape à la dernière séance publique et là, on a une consultation publique. La demande, essentiellement, c'était pour implanter un camping rustique dans les champs, là, à peu près derrière le Fanny. Je ne sais pas si c'est possible de le montrer à l'écran. Pour pouvoir voir, mais c'est dans une petite section où on a un agriculteur qui avait déjà fait une demande qui avait été acceptée par la CPTAQ pour faire du camping rustique dans cette zone-là. Finalement, le camping rustique ne s'est pas fait. Bon, on va le voir à l'écran exactement. C'est dans la petite zone. Oui, exact. C'est dans le coteau, mais c'est dans la partie où ça redescend. Donc, de la 132, on ne le voit pas. C'est vraiment après le sommet du coteau, là, il y a une descente. C'est une petite zone qui est un peu plus abritée, un peu plus isolée, pour faire quelques campings rustiques sans équipement. Là, il y aurait un bloc sanitaire qui était prévu là. Mais en zone agricole? Exactement, en zone agricole. Et la CPTAQ avait déjà accepté ça. Pour les producteurs agricoles, bien, il y a des autorisations qui sont souvent vues pour quelques sites de terrain pour amener des revenus supplémentaires aux producteurs. C'est un peu le même style de demande qui serait refaite pour renouveler cette autorisation-là qui avait déjà eu lieu, mais qui n'a jamais été utilisée. Mais là, comme je vous disais, vendredi, on a su qu'il y avait des changements qui allaient être apportés, ce qui fait qu'on va devoir, là, j'ai même pas le détail de ces changements-là. Fait que c'est sûr qu'on va revenir en juin si tout se passe bien avec le processus qu'on devait faire ce soir. Mais si vous avez des questions, des préoccupations spécifiquement sur cette demande-là, on peut les entendre maintenant. Puis le conseil va être en mesure de les entendre, puis ça pourra, on les retiendra pour nos futures discussions. De combien de temps ça marche? Oui. Bien, on pourra le regarder assurément, mais ça, c'est vraiment c'est spécifique, là. Je ne sais pas le nombre de campings qui est permis habituellement, là, mais les producteurs agricoles peuvent faire quelques sites de terrain de camping pour arriver avec des revenus supplémentaires. Je ne sais pas si vous avez des détails, M. Audette, là, mais c'est des dispositions qui sont souvent que la CPTAQ autorise souvent la Commission de protection du territoire agricole. Puis, peut-être juste dire que dans le fond, il faut on fait le processus de changement réglementaire, puis ce dossier-là va être soumis à la commission à la CPTAQ pour une demande d'autorisation. Ça fait qu'il faudra voir. Dans les dernières années au Québec, il y a eu quelques terrains, il y a eu quelques projets de ce type-là qui ont été acceptés par la CPTAQ, là, mais c'est un dossier qui, ultimement, c'est là que ce dossier-là aboutirait. Je me trouve dans le même contexte que ça, là. Dans forestière agricole. Exact. Ça travaille dans le bon sens. Puis on peut pas présumer de la décision là aussi. C'est possible que ça soit accepté comme M. Audette le disait, comme ça peut être refusé par la CPTAQ éventuellement. Oui, Mme Massafra. Oui. Comment est-ce qu'on va là? Il y a déjà, je ne sais pas si on le voit sur la carte, là, mais il y a déjà un chemin, là, si vous regardez dans les champs, vous allez le voir, il y a un chemin en terre qui est en ligne droite, qui fait un... Dans le fond, c'est le chemin, dans le fond, c'est la ferme Taguine. Là. On est sur les terrains de la ferme Taguine, puis on voit là, le chemin monte en diagonale pour monter ici, sur cette zone-là, qui est dans le versant descendant de la montagne. Donc, peu dérangeant pour la vue. Non, c'est ça, on ne le voit pas. Magnifique. C'est vraiment une zone qui est comme abritée, isolée aussi du vent, des éléments, puis qui n'est pas visible dans 132. Ouais. On serait plus au niveau le rôle de la ville par rapport à l'accès, puis c'est certain que les gens qui vont être là vont avoir le goût d'aller au Mont-Saint-Joseph, vont avoir le goût d'aller dans les sentiers du retour de Berlin. C'est sûr que c'est tentant de passer par la coulée, le petit sentier qui est déjà balisé. Est-ce que c'est contrôlé par quelqu'un ou Il n'y a pas de contrôle de l'accès aux sentiers pédestres. Là. Les sentiers sont gratuits, sont libres dans ce secteur-là. Là. C'est pour se rendre jusqu'au sentier. Ça me surprendrait que les gens vont descendre le chemin Taguine, vont passer par
C'est plus dans ce genre de questions-là que j'avais. J'aurais tendance à dire que effectivement, c'est ce qu'il faudrait qu'il fasse, à moins que le propriétaire du camping ait des ententes avec ses voisins, là, parce que tout ce secteur-là, c'est un secteur privé. Donc, il faudra qu'il y ait des autorisations si les gens veulent circuler ailleurs. Sinon, effectivement, les gens devraient accéder à 132 pour accéder aux autres services de la ville. En entente avec les propriétaires qui pourraient être touchés par le promoteur, pas par la ville. Non, pas par la ville. Nous, notre rôle, c'est d'effectuer je dirais le changement réglementaire, là, mais c'est pas d'exploiter le camping. On s'entend que c'est une demande d'entreprise privée du territoire là, qui va exploiter ces campings-là. C'est normal. Oui, si je comprends bien, le même principe que qui a été alloué le long de la ville de Gare pour les campings en l'air du manoir de Terre. C'est un peu le même principe, c'est un privé qui veut développer Oui. un camping. Oui, la différence, c'est que le zonage, actuellement, c'est en zone agroforestière. Ouais, agroforestière. Donc, pour avoir l'autorisation, il faut que la CPTAQ donne OK. Ouais. Mais à la base, c'est le même principe. C'est un privé qui veut développer chez lui un camping pour donner un service touristique et donner un plus-value à ses terres. Exact. Parce que la partie où est le camping, je la connais très bien. Ouais. La partie où est le camping, oui, c'est zoné, comme ça, c'est zoné agriculture, mais il n'y a jamais eu d'agriculture à cette place-là. C'est un peu comme qu'on appelait le Spito dans le temps, au pied de la montagne, qui est zoné agriculture, mais qui est boisé, qui n'a jamais eu d'agriculture. Exact. C'est une terre, c'est un coin qui pourrait être défriché, qui pourrait être optimisé, que présentement, il ne sert à rien. Je pense qu'on a besoin de ce Puis, c'est entre autres pour ça que ça avait été autorisé par la CPTAQ, parce que l'usage projeté, si demain matin, il n'y a plus de camping, bien, il y a 2 bâtiments qui seraient des toilettes sèches, en fait, là, des toilettes au compost, mais essentiellement, il n'y a pas d'empreinte, il n'y a pas d'implantation. Ça n'a pas d'impact long terme. Exact. Ça donne à la fermeture. Oui. C'est Cassie? Oui, combien d'emplacements? C'est 24 emplacements. Ouais, 24 emplacements de camping rustique sans service. Oui, tente et petits, très petits véhicules. Pas d'eau, pas d'électricité, ouais. Pas d'égout non plus. Sans service. D'autres questions sur ce projet? Je rappelle que ça va revenir probablement en juin, à moins que, dépendamment de la nature des changements, là, ça va peut-être être reporté en juillet, mais normalement en juin, on devrait revenir avec ça. Oui, un commentaire de M. Landry, puis après, oui. Je sens que c'est peut-être pertinent, là, puis ça vaut. C'est juste qu'il n'y a pas un dossier de pareil dans des situations comme ça, puis je ne voudrais pas que ce soit perçu comme si on créait un précédent ou quelque chose. Dans l'éventualité où la Ville se positionne favorablement sur ce projet-là, qui est en zone agricole et forestière, elle est dans son contexte, dans son endroit, dans son secteur. Ce n'est pas nécessairement dit que le conseil actuel sera favorable à tout type de projet similaire ailleurs sur le territoire parce que c'est plus la même situation pour une raison ou pour une autre. Je voulais juste que ce soit nommé pour pas qu'importe qui parte d'ici en disant je suis dans une situation similaire, je vais me faire un camping chez vous. Je croyais que c'était indicatif à mon ça, justement, pour éviter que vous partiez d'ici en vous disant que ça serait acquis que vous pourriez peut-être vous faire. C'est mieux de le dire tout de suite que de se faire dire dans 4 mois, vous avez dit oui à lui. C'est mieux de dire tout de suite. Oui. Un point là-dessus, justement, ce que tu viens de dire, en lien avec plein de terres agricoles, on sait que quelques années, l'agriculture n'est pas vraiment florissante. On va me dire un peu. Je pense que quelqu'un qui veut développer ce secteur-là, puis réaligner les choses, parce qu'au bout du compte, les tailleurs de taxes ne rentabilisent pas ou plus du tout un peu à se rentabiliser. Je pense que, sans dire qu'on arrête de faire de l'agriculture, il faut prendre en conséquence aussi le temps où on est présentement, c'est plus commode. Puis les propriétaires fonciers de ces terres-là ont un peu pris avec.
il y a une demande, on comprend ton point. C'est un plus-value de donner une deuxième vie à des terres qui peut-être n'ont pas exploité comme avant. Qu'en fin de compte, dans 20 ans, on va se ramasser qu'il y en a peut-être le quart ou le tiers qui va être pris en friche. Et là, il faut voir ce qui s'en vient plus loin un peu dans le domaine de l'agriculture. Il va toujours en avoir, puis c'est souhaitable, puis il faut qu'il y en ait. Il faut être conscient de l'agriculture. Il faut tout le temps garder ça en avant de l'autre, puis pas réagir à 2-3 ans en fait de penser à un développement. Il faut penser un peu plus loin de 2-3 ans et 5 ans. Il faut voir mieux les coûts puis faire du long terme si on veut avoir une pérennité de ces terres. Bon. D'autres commentaires ou questions? Oui. Je me demandais là, si c'est reporté en juin, oui. Est-ce que c'était quelque chose qui était demandé pour être effectif cette saison touristique-là ou on est encore dans, on élabore des choses? Dans la demande initiale, c'est le plus rapidement possible, mais je pense que concrètement, une fois qu'il y a le hockey de la ville, si la ville est favorable, ça doit aller à la Commission de protection du territoire agricole. Oui, la CPTAQ doit l'approuver, donc je pense qu'on peut oublier, la saison, oui, effectivement. Ouais. D'autres commentaires sur ce point-là? Ça va. L'autre élément qui devait être à l'ordre du jour ce soir, je vais vous en parler tout de suite, mais qui ne l'est pas, c'est l'Arena. On avait fait une consultation publique le 25 avril en disant qu'on allait débuter le processus de règlement d'emprunt. Ce qui avait été présenté, c'est un projet. Initialement, le projet de l'Arena, c'était un projet de 3 millions. On est allé chercher le 2/3 en subvention. Si j'arrondis, là, mais c'est 2 millions en subvention, 1 million en règlement d'emprunt. Finalement, dans les derniers mois, il y a eu une explosion des coûts. On était rendu avec un projet de 4,5 millions qu'on a présenté le 25 avril dernier à la population en disant, ben, le projet est rendu à 5 millions. On irait à règlement d'emprunt de 3 millions pour ça. La subvention, le 2 millions, il demeure, il ne bouge pas. Depuis le 25 avril, les coûts ont continué à augmenter. On s'est rendu à 6,5 millions. Avec les ingénieurs et les architectes. Donc là, ce qu'on a dit, c'est on va mettre sur pause ce processus-là. On travaille avec évidemment, le conseil s'est penché sur cette situation-là. Puis je vous dirais que ce sur quoi on travaille présentement, c'est pour ramener le projet à un coût total maximal de 5 millions. C'est toujours des coûts évalués, là. On va avoir le vrai chiffre quand on va aller en soumission. Mais notre objectif, c'est de trouver des solutions pour réduire les coûts. Fait que les architectes, les ingénieurs travaillent là-dessus. C'est pour ça qu'il n'était pas à la séance ce soir. On n'était pas à l'aise d'aller en règlement d'emprunt tout de suite, étant donné cette augmentation-là qui se poursuivait. Donc, on est vraiment en mode, on travaille ça, on revoit un peu. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de préoccupations des usagers sur le calendrier des travaux. Est-ce que ça va avoir un impact sur la saison de hockey, tout ça. Donc, on prend tout ça en considération. On a décidé d'attendre un tout petit peu. Aussi, on devait ce soir aller à règlement d'emprunt avec des plans à 75 des plans presque finaux, mais pas complétés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir les plans à 90 on va pouvoir être le plus certain possible de l'estimé budgétaire. Plus les plans sont avancés, plus l'estimé est précis. Donc, c'est dans cette optique-là. C'est pour cette raison-là que le projet de l'Arena n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, mais il va revenir sous peu, évidemment. Il va y avoir des consultations en public aussi, comme prévu initialement. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur des points à l'ordre du jour? Sinon, on va y aller. On va poursuivre avec la séance. Puis pour tout autre point de discussion, on est là, on est ouvert à la fin de la séance pour échanger avec vous. Ça va? Je passerai au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022. Vous l'avez tous reçu. Si c'était conforme à nos décisions, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Quelqu'un? Régis Leblanc propose l'adoption du procès-verbal. Merci. En 4, dans les dossiers de la mairie, 4.1, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Depuis 2003, il y a la Fondation Émergence du Québec là, qui a lancé cette initiative-là de décréter d'inviter les municipalités à souligner cette journée-là. Puis ce que j'ai appris tout récemment, c'est que c'est débuté au Québec par cette organisation-là, puis maintenant, c'est rendu une journée qui est reconnue internationalement dans plein de pays. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on proclame, en fait, on reconnaît la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 17 mai prochain. Par cette voie de résolution-là, on le signifie à l'organisme et on va aussi hisser, lors de cette journée-là, le drapeau de la fierté à la ville.
Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Mme Tremblay. Merci. 4.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2021. C'est un dépôt. Le rapport fait suite à la présentation que M. Audette vient de vous faire sur les états financiers. Je ne retournerai pas dans les chiffres. Là. Je pense qu'il vous a bien résumé la situation. On est arrivé avec un surplus en fin d'année de 245 000 de la ville spécifiquement. En gros, une augmentation des revenus au camping, des droits de mutation, là, la fameuse taxe de bienvenue à 80 000 de plus que ce qu'on avait budgété. On sait que ça a été une grosse année de transactions. On a vendu un peu plus d'actifs, entre autres des terrains dans la rue Comeau pour 91 000. À ce surplus-là de la ville s'ajoutent les surplus du golf. Le golf a eu une bonne saison. On travaille très fort aussi depuis plusieurs années, en fait, à restructurer le golf. Ça porte fruit. Oui, le golf a fait un surplus. Là. La SDMC, on arrive avec 94 000 qui est attribuable au golf. Puis, il faut aussi savoir que là-dedans, ce qu'on a commencé à faire l'année passée, entre autres, le golf paye pour des infrastructures. Avant ça, c'était toute la ville qui payait les règlements d'emprunt, les infrastructures du golf. Maintenant, le golf lui-même paye une partie. Et à la ville, on avait aussi des frais qui apparaissaient pas dans les états financiers de la SDMC, mais la ville payait les assurances, l'électricité. On avait une ressource qui faisait la comptabilité qui était dans la partie ville du budget, mais qui servait au golf. Maintenant, toutes ces dépenses-là qui sont attribuables au golf ont été payées par le golf. Donc, le golf a payé plus de dépenses que ce qu'il faisait avant et, malgré tout, arrive avec un surplus quand même intéressant. Voilà, donc le 94 000 de la SDMC là, qui est attribuable au golf, plus le 245 000, on arrive aux 340 000 qui a été présenté de surplus pour l'année. Voilà pour cet élément-là. Le rapport, c'est simplement un dépôt, il n'y a pas de résolution. Parfait. C'est ce rapport-là qui va être utilisé, qui va être diffusé notamment dans le hublot dès ce vendredi. 5, dossier de la Direction générale et de la greffe. En 5.1, on a le programme santé spécifique à l'établissement PSSE. C'est une démarche qui a démarré en 2016 avec le CIS de la Gaspésie, les équipes du CLSC en santé, sécurité au travail. Ils ont fait différentes analyses un peu partout à la ville pour voir un peu toutes nos équipes, voir l'impact sur la santé, sécurité au travail, s'il y avait des corrections, des choses à améliorer. Ils nous ont remis un rapport qu'on va mettre en œuvre, pour s'améliorer. En gros, là, si je vais à grands traits, dans les garages municipaux, on a des détecteurs de monoxyde de carbone, mais qui sont en batterie. Ils recommandent de les mettre directement, les connecter directement. Améliorer la ventilation dans le garage municipal pour le monoxyde de carbone. Fumée de soudage, il y avait des petits éléments à améliorer sur on a des bras de captation, mais à améliorer les filtres. Ils recommandent, lorsqu'ils ont fait de la coupe de béton, entre autres, de tester nos masques à tous les 2 ans pour faire la coupe de béton. Donc, plusieurs mesures comme ça à l'Arena aussi, comment réduire le bruit de certains outils, certains équipements. Et c'est une démarche volontaire qui se fait par la ville. Puis on prend acte du plan d'action, puis on va faire les recommandations qui sont là-dedans. Il n'y a rien de majeur, il n'y a rien de critique, quoi que ce soit. C'est vraiment de l'amélioration pour la santé et la sécurité de nos employés. Donc, la résolution pour ce point-là, c'est simplement d'adopter le programme de la santé au travail déposé par l'équipe de santé du travail du CIS et que soit nommé Antoine Audette, notre directeur général, et M. Steve Bernard, le président du syndicat, pour signer le programme. Ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. 5.2, règlement 2022-469, abrogeant le règlement 2013-242, politique de développement et d'ouverture des rues publiques, avis de motion et projet de règlement. Ça, c'est depuis plusieurs années, la Ville a mis en place un programme, en fait, une politique de développement résidentiel. On n'avait pas ça avant. Ce qui fait que quand on arrivait avec un développement, souvent la Ville allait payer pour les travaux et le promoteur pour implanter les rues, les services, puis le promoteur arrivait puis pouvait vendre des terrains. Puis ce qui se fait dans la très grande majorité des cas, c'est faut arriver avec une entente de partenariat avec un promoteur immobilier parce que passer les services dans une rue, ça coûte beaucoup de sous, vous le savez. On se doit de s'entendre avec le promoteur. C'est ce qu'on a fait, entre autres. Cette politique-là a été utilisée dans la première partie du développement du quartier Espace Nature, dans la rue Comeau, là, avec GESPRO. Et là, dans les terrains qui étaient en vente, là, il en reste 2 qui sont réservés. Donc, pour ainsi dire, le projet à l'heure actuelle est complet. Les 2 bouts de rue, les terrains sont complets.
Et on veut prolonger, on est en discussion avec GESPRO pour prolonger cette rue-là. Puis, il y avait quelques éléments qu'on voulait, en fait, un élément majeur qu'on voulait corriger dans notre politique pour pouvoir signer avec GESPRO, s'entendre, mais on voulait faire une petite modification à notre politique parce que l'entente qu'on va signer avec le promoteur doit respecter évidemment les éléments de la politique. Le gros changement qu'on vient faire ce soir dans la politique, c'est dans la répartition des coûts, il n'y a pas de changement. La ville paye 60 % puis le promoteur paye 40 % des coûts de travaux. Comment la politique était montée, c'est ce qu'on disait, c'est que normalement, c'est le promoteur qui fait les travaux. Dans le cas là, c'est GESPRO qui a fait les rues, qui a développé, qui a payé pour faire les bouts de rue que vous avez, puis qui poursuivrait aussi. Puis une fois que la rue est complétée, à chaque fois que le promoteur vend un terrain, la ville lui rembourse sa partie. La ville, nous autres, on paye 60 % des travaux, puis on le remboursait à chaque fois qu'il y avait un terrain de vendu, on remboursait une portion de notre part à nous. Ce que le promoteur nous a demandé, puis si le conseil est toujours d'accord, ce qu'on fait ce soir, c'est une fois que tous les travaux complétés, là, dans le prolongement, une fois que la rue va être prolongée, notre 60 % qui est à responsabilité de la ville, on le paierait d'un coup, une fois les travaux complétés, plutôt que d'attendre. Ce que ça permet au promoteur, c'est d'avoir une petite économie au niveau des taux d'intérêt. Il n'y aurait pas à supporter ce montant-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment le temps de vendre tous les terrains. Nous, la ville aussi, il faut savoir qu'on a accès à des taux d'intérêt aussi plus avantageux que les promoteurs. Si le conseil est toujours d'accord, c'est le changement qu'on ferait. Puis, lorsqu'on a fait ce changement-là à la politique, ce qu'on a demandé aussi à une firme spécialisée, c'est de nous faire un modèle type d'entente. Quand on signe une entente qui correspond à la politique avec les promoteurs, ben là, on s'était bricolé une entente la dernière fois avec GESPRO. Puis là, ce qu'on voudrait, c'est vraiment on a un modèle type, fait que peu importe un nouveau promoteur qui veut faire du développement résidentiel, on va reprendre ce type d'entente-là. Donc, ce soir, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment adopter une nouvelle politique avec essentiellement les modalités que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Pour votre information, ce qui serait prévu, c'est de prolonger la rue des Semailles, la rue qui est la plus au nord, qui déboucherait dans Como un petit peu plus loin pour ouvrir à peu près environ 30-35 terrains là, prochainement. L'objectif qu'on a, c'est qu'il n'y ait pas de coupure, qu'on puisse continuer, que GESPRO puisse continuer à vendre des terrains pour une construction en 2023. On va avancer dans ce sens-là, si le conseil est toujours d'accord, évidemment. Là, propose le règlement 2022-469, proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Ah oui, c'est un avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. Oui. Avec un projet de règlement. Okay. Vous donnez l'avis de motion plutôt que de proposer. Parfait. Donc, M. Leblanc donne l'avis de motion. Et le projet de règlement. 5.3 maintenant. Formation et développement d'outils d'évaluation en service à la clientèle, octroi de contrat. Ça fait partie d'une démarche qui a été entamée par M. Audette avec les employés de la Ville pour améliorer notre service à la clientèle. Une démarche de formation continue depuis un bon 2 ans certainement. On a formé nos employés, on a travaillé l'été passé avec des clients mystères, entre autres, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. L'année passée, c'est ajouté l'équipe de la Corporation du Mont-Saint-Joseph. Et là, ce qu'on viendrait faire ce soir, c'est toujours en ligne droite avec ça, pour poursuivre notre amélioration continue. On viendrait offrir une formation à tous les employés du bureau d'accueil, du camping, du golf, l'hôtel de ville, évidemment, et les employés du Mont-Saint-Joseph aussi. Et on ajouterait cette année une formation qu'on offrirait à toutes les entreprises et organismes du territoire. On viendrait offrir à toutes nos entreprises du territoire s'ils veulent, pour leurs employés, avoir une formation spécifique sur le service à la clientèle pour améliorer le service à la clientèle en général sur le territoire de Carleton-sur-Mer. Ça débuterait en juin. On a une proposition d'une offre de formation pour 19 980 pour ce que je vous ai énuméré cet été par la firme Détail Formation. Peut-être juste spécifier que la partie, c'est un partenariat avec le Mont-Saint-Joseph. Les formations qui vont être, je dirais, dispensées à leurs employés vont être à la charge de la Corporation du Mont-Saint-Joseph à la fin du projet. Merci de la précision. Quelqu'un propose cette résolution? Proposée par Mme Leblanc. Merci. 6, dossier de la trésorerie. 6.1, c'est le dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé au 31 décembre 2022. C'est ce que M. Audette vous a présenté tout à l'heure. Il n'y a pas de résolution proprement dit. Ce qu'on fait en séance publique, c'est simplement le déposer, le signifier. Vous avez reçu les informations tout à l'heure. 6.2, les comptes à payer au 30 avril 2022. Maintenant, c'est les factures qu'on reçoit chaque mois. Pour ce point-là, M. Landry va se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts.
Pour le mois d'avril dernier, on avait pour un total de 922 082,99. Les membres du conseil ont reçu tous les détails sur toutes les factures reçues. Si ça vous convient, j'aurais besoin donc d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Figueroa. Merci. Prochain point maintenant, UMQ, Programme d'assurance des OBNL, c'est l'Union des municipalités du Québec. On fait partie d'un regroupement avec plusieurs municipalités du Québec d'assurance. Ce qu'on offre avec cette partie-là, c'est qu'on peut assurer des organismes du territoire. Ils ont accès à la couverture d'assurance de la ville. On leur refacture le coût, le montant que ça nous coûte. Mais pour les organismes, c'est vraiment un taux, un prix qui est beaucoup plus avantageux que ce qu'elles pourraient avoir si elles s'assuraient seules. Là, ce qu'on doit faire ce soir, c'est simplement autoriser la ville, M. Audette, à aller en appel d'offres public. On va regrouper toutes les villes au Québec qui veulent faire comme nous. On retourne en appel d'offres et nous, on a une liste des organisations du territoire qui veulent être couvertes. Là. Je peux vous les nommer rapidement. Maximum 90, Une Étoile, Centre d'artistes Vastevague, Le Clandestin, Place aux jeunes, Bleu, le Bloc de l'Est, la Maison des jeunes, Production en tour de rôle, la Société de développement et de mise à valeur de Carleton-sur-Mer, la SDMC, le Club de plein air Caristo et Supportons-les. Donc, c'est un service qu'on offre à nos organismes puis qui est grandement apprécié. Si ça vous convient, on aurait besoin d'une proposition pour aller en appel d'offres pour adhérer au regroupement. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 6.4, rapport d'activité de fonctionnement au 31 mars 2022. C'est un dépôt. C'est le premier trimestre après 3 mois dans l'année. C'est simplement pour voir un peu présenter aux membres du conseil et à la population où on en est dans nos revenus dépenses pour l'année. Je n'irai pas en détail dans le rapport, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout roule comme prévu au budget. Il n'y a pas de changement majeur tant dans les dépenses que dans les revenus. Là, on sait qu'il va y avoir une augmentation avec les coûts, les prix de l'essence pour le déneigement, entre autres, mais de façon globale, les finances, on suit ce qui était prévu au budget pour 2022. 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, on a le dépôt du procès-verbal de la dernière réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 26 avril dernier. C'est simplement un dépôt ce soir. Le document va devenir public pour être sur le site web de la Ville sous peu, suite à la rencontre de ce soir. En 7.2, maintenant, on a un avis de motion pour le règlement modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant les établissements d'hébergement touristique et les usages secondaires à un usage résidentiel. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire ce soir, ce que le Conseil, avec ce point-là, c'est de réglementer l'hébergement touristique. Le fameux Airbnb, là, on l'a vu, là, il y a beaucoup de municipalités un petit peu partout qui commencent à réglementer, à se soucier de ça. Là. C'est publiciser beaucoup l'enjeu de manque de logement qu'on a sur le territoire. Pour agir là-dessus, ben, ce qu'on peut faire comme ville, c'est limiter l'implantation d'hébergement touristique. C'est ce qu'on veut venir faire ce soir. Ce qu'on propose, on va pouvoir vous montrer les cartes à l'écran, mais c'est de limiter la possibilité d'ajouter de l'hébergement touristique dans nos zones de villégiature. Il y a quelques petites zones sur le territoire pour le moment. Et c'est une situation que je vous dirais qu'on suit de très près. On regarde, puis à chaque fois qu'il y a un nouveau permis qui est demandé, une nouvelle autorisation, bien, le conseil va en être avisé. Puis, si on constate qu'il y a une augmentation importante, on pourra toujours freiner complètement. Mais ce qu'on voulait ce soir, c'est vraiment de limiter les secteurs, des secteurs qui se prêtent mieux à ça aussi. Des fois, il y a des conflits d'usage. Une maison d'un développement résidentiel régulier qui se met à être louée pour de l'hébergement touristique, ça peut amener du conflit de voisinage. Ce qu'on voit, c'est les zones en mauve, c'est les zones où on pourrait avoir de l'hébergement touristique. Essentiellement, dans la... Pas de problème. Partager l'écran, que les gens en ligne puissent voir. Oui. La première zone en mauve que vous allez voir, c'est tout le secteur forestier, Mont-Saint-Joseph et à l'arrière, qui pourrait être permis. Ça, c'est une zone de villégiature. Et si on va, sinon, pour la section plus au sud, à l'ouest complètement, secteur Saint-Omer, entre le parc La Grande Envolée et la rue Maltais, là, juste un peu la rue Pichette. La petite zone en mauve. Au sud de la 132, ça serait autorisé. Ensuite, si on se déplace un peu vers le Vieux-Quai, partie au sud de la 132, puis la rue Berthelot. En fait, moi, c'est plus la rue Berthelot que le Vieux-Quai. Ça serait autorisé. Si on poursuit la zone au bout de la rue Jean-Landry, qui est déjà une zone de villégiature où il y a des campings saisonniers, cette portion en mauve. Une portion de la rue du Quai aussi,
qui serait autorisé et finalement, on se dirigerait vers l'est du golfe. Une fois qu'on a passé le golfe, la zone, on est toujours au sud de la 132, là, en bord de mer. Donc, on pourrait permettre des gîtes d'hébergement touristique dans cette zone-là, après le golfe, aller jusqu'à la limite avec Marion. Donc, c'est vraiment des zones où ça se prête mieux à ça. Puis, je vous dirais qu'on on a eu beaucoup de discussions au conseil là-dessus. Là. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs rencontres qu'on a. On suit ce qui se fait ailleurs. Puis, on voulait pas venir freiner complètement, mais on voulait envoyer un message puis suivre ça de très près. Puis, on s'est dit que dans ces zones-là, ben, ça peut bien passer, mais on va quand même surveiller. Puis, c'est possible que dans les prochains mois ou les prochaines années, dépendamment de la demande, ben, qu'on interdise complètement pour éviter de se retrouver à une situation qui est plus difficile. On a des municipalités où les maisons qui sont peu utilisées par des gens qui habitent à l'année, ça amène un impact aussi au niveau du dynamisme des municipalités. Voilà pour ce point-là. J'aurais besoin de propositions. Oui, effectivement, c'est bon mentionné. Oui, il y a une notion de droits acquis qui s'applique. Les résidences de tourisme à l'heure actuelle, les résidences qui sont accréditées résidences de tourisme vont pouvoir continuer à l'être. Ça, il ne peut pas avoir d'impact, mais c'est pour les nouvelles résidences. Ce que ça veut dire aussi quand on réglemente, c'est pour des résidences secondaires. Si vous avez une maison puis vous partez une semaine, 2 semaines, 1 mois, vous voulez la louer avec ces plateformes-là, c'est possible de faire. Ce qui ne sera plus possible, c'est d'acheter une maison puis de la convertir, d'utiliser uniquement quand le propriétaire habite pas à la maison puis décide, c'est ce qu'on a vu, ça se passe beaucoup dans les secteurs touristiques. On a des promoteurs qui achètent des dizaines de maisons, qui se mettent à les louer à la semaine. Ça sera plus possible pour n'ajouter, excepté dans les zones prévues. Puis encore une fois, on va surveiller la situation de près. Mais les gîtes touristiques qui sont actuellement accrédités, je ne me rappelle plus, on en a combien? On en a une 40, près de 50? Cinquantaine à l'heure actuelle, eux vont avoir une situation de droits acquis, vont pouvoir continuer leur usage, comme prévu. Quelqu'un donne l'avis de motion? Proposé par M. Landry. Merci. On va. Non, ça ne dérange pas l'acceptation. Je peux attendre à la fin de la réunion. Oui, si ça ne vous dérange pas, on va y aller avec les questions à la toute fin. Regardez-la. 7.3, adoption du premier projet de règlement 2022-468, modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant les établissements d'hébergement touristique. En fait, je me suis mélangé dans mon ordre du jour. Là, 7.3 sur l'hébergement touristique, c'est ce que je viens de vous présenter. Donc, M. Landry qui a donné l'avis de motion, qui propose l'adoption du premier projet de règlement. Je vais revenir au 7.2 que j'ai passé droit. C'est le règlement modifiant le règlement de zonage 2009-155. Voyons, je suis vraiment confus. Bon, c'est bon. 7.2, on donne l'avis de motion. M. Landry donne l'avis de motion. 7.3, c'est le même projet, mais cette fois-ci, on adopte le premier projet de règlement. Est-ce que quelqu'un nous propose le premier projet de règlement? Proposé par Mme Tremblay, merci. Puis, la prochaine rencontre, on pourra l'adopter. Il va y avoir une consultation, puis on va y revenir dans la prochaine rencontre publique. 7.4 maintenant, adoption du règlement 2022-460. Remplaçant le règlement 2009-155 sur le zonage et le règlement 2009-153 de construction concernant les normes régissant les bâtiments secondaires. C'est la dernière étape du processus. Là. Ce qu'on vient faire avec ce changement-là, c'est des petites modifications, entre autres pour permettre ou pour interdire, dépendamment de comment on le voit, là, pour venir réglementer sur les conteneurs. Les conteneurs, à l'heure actuelle, n'étaient pas permis sur le territoire. Ce qu'on viendrait faire, c'est qu'on viendrait les permettre dans les zones commerciales et industrielles, mais pas dans les zones résidentielles. Puis, il y a des changements qui vont être apportés sur les bâtiments secondaires, entre autres la hauteur maximum des garages. On augmenterait un petit peu la hauteur maximale des garages. On viendrait s'assurer que la superficie, les garages ou les bâtiments secondaires ne peuvent pas être plus de 10 de la superficie totale du terrain. Et après ça, on viendrait augmenter la grandeur maximum des garages là, qui serait de 28 pieds par 40 pieds. Parce qu'avant, on avait, de la façon que le règlement était fait, il y avait 2 grandeurs de terrain. Pour les plus petits terrains, on peut avoir un plus petit garage, puis des grands terrains, bien là, on tombait avec un garage d'une plus grande superficie. Mais là, on avait souvent des demandes de dérogation mineure parce qu'on avait des gens qui avaient des terrains à la limite qui étaient juste un petit peu trop petits pour avoir le grand garage, puis qu'ils les demandaient. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'enlever ces notions de dimension, de superficie de terrain. Ce qu'on vient de dire, c'est
Le garage ne peut pas être plus que 10 de la superficie totale du terrain. Il y a une grandeur maximale aussi. Il ne peut pas être plus haut que la maison. Il peut être plus haut que ce que c'était prévu. Avant ça, c'était maximum 21 pieds. Maintenant, on dit qu'il peut aller jusqu'à 25 à condition qu'il ne soit pas plus haut que la maison. C'est un peu pour harmoniser, pour répondre souvent à des petites demandes qu'on avait de dérogations mineures, puis pour s'assurer que ça soit toujours harmonieux dans le paysage, pour éviter d'avoir une petite maison avec un grand garage aussi, etc. Donc, voilà pour cet élément-là. Quelqu'un propose l'adoption du règlement? Proposé par M. Leblanc. Merci. 7.5, demande de PIA, c'est le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 221 rue du Quai, le lot 3 547 360. C'est la maison voisin du Marin d'eau douce. Le propriétaire veut changer la couleur du bâtiment. Il doit passer par le processus, avoir une approbation par le comité consultatif d'urbanisme. C'est une maison qui est en briques grises, un chalet en briques grises, et il désire la peinturer d'une couleur bleue. Le comité consultatif d'urbanisme a regardé, c'est un bleu pâle, en fait. Là. Puis dans notre PIA, ce qu'on demande, c'est qu'il y a une thématique bord de mer qui soit respectée. Et ce que le CCU jugeait, c'est que la couleur proposée respectait la thématique bord de mer. Il recommande d'accepter la demande. Quelqu'un propose? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 7.6, autorisation de camping temporaire à la fabrique de Carleton. C'est une demande qui revient cette année pour la 3e fois. On le sait, là, il y a beaucoup d'achalandage touristique l'été. L'an dernier, en fait, depuis 2 ans, on autorise 10 campings sur le site de la fabrique de Carleton. Et là, il y a une demande qui nous est revenue cette année. Ils souhaitaient passer de 10 à 14. Ce qu'on ferait ce soir, si vous êtes toujours d'accord, c'est de permettre 10 terrains et non 14 comme demandé. Pour un camping temporaire qui pourrait opérer du 1er juillet au 31 août 2022. Il faut que la fabrique s'assure que les règles de distanciation sociale soient respectées, qu'elle s'assure d'obtenir toutes les autres autorisations nécessaires auprès de Camping Québec, notamment, et elle s'assure de mettre à disposition des campeurs des installations pour la gestion des déchets sur le site. C'est une demande ce qu'on avait décidé de faire lorsqu'on l'avait autorisé, c'est de ne pas le permettre pour plusieurs années, mais d'y aller d'année par année. On évalue en fonction de l'avancement, puis des nouveautés, quand il y a des promoteurs aussi qui arrivent avec des campings. On le voit vraiment comme une situation temporaire de débordement. Quelqu'un propose? Proposé par M. Leblanc. Merci. 8, dossiers de développement économique et tourisme, il n'y en avait pas. 9, loisirs, culture, vie communautaire, on n'en a pas ce soir. 10, dossiers des travaux publics. En 10.1, une adoption de règlement 2022-467 régissant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau des immeubles résidentiels et non résidentiels. C'est la dernière étape, encore une fois, de ce processus-là. C'est une obligation qu'on a de la part du gouvernement d'implanter des compteurs d'eau. Éventuellement, toutes les maisons, les résidences vont devoir avoir des compteurs d'eau. Ce qu'on y va, c'est on y va de façon progressive. Ce qu'on va faire ce soir, une fois que le règlement est adopté, on achète les compteurs d'eau et on les remet pour toutes les nouvelles constructions. Évidemment, c'est toujours plus simple de l'installer pour une nouvelle construction que d'y aller à rebours. Pour le moment, les nouvelles constructions vont devoir avoir ces compteurs d'eau-là. Cependant, pour les immeubles non résidentiels, les immeubles commerciaux, industriels, on a l'obligation dans la loi d'implanter des compteurs d'eau. Donc, tous les immeubles non résidentiels vont devoir implanter un compteur d'eau. La ville va payer l'équipement, puis ce sera aux propriétaires à les installer. Si on ne le fait pas, en fait, on se limite sur des programmes d'aide financière de subvention. On a besoin de subventions pour faire des travaux, entre autres, d'amélioration de rue pour pouvoir avoir le financement, mais on se doit d'adopter ce règlement-là. Ça va nous permettre aussi, évidemment, d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure vue sur la consommation d'eau potable de nos bâtiments pour pouvoir s'améliorer par la suite. Voilà. Quelqu'un propose l'adoption de ce règlement? Proposé par Mme Leblanc. Merci. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, coopération. En fait, les projets, les points 11.1, 11.2, 11.3 sont tous reliés. C'est pour faire suite, en fait, aux événements qui sont passés l'année passée à Miguacha, où il y a eu un sauvetage nautique. Là, vous l'avez vu, ça a été médiatisé. Suite à ça, on s'est assis avec, il y a M. Cassie qui est là, qui représente la garde côtière auxiliaire, avec nos services incendies aussi, pour trouver des façons pour avoir à bonifier le service qui existait. La garde côtière continue à offrir son service, puis nous, on a regardé de notre côté, avec le service incendie, si on ne pouvait pas équiper nos casernes
nos pompiers pour qu'ils puissent intervenir aussi en soutien, en complémentarité avec la garde côtière. C'est un travail qu'on a fait avec l'ensemble des municipalités de la MRC Avignon. Ce qu'on vise éventuellement, c'est d'avoir un bateau à Maria, un Carleton-sur-Mer, un Escuminac, Pointe-à-la-Croix et Matapédia. C'est des embarcations différentes. Il y a des embarcations pour la rivière, il y a des embarcations plus pour la mer, puis il y en a d'autres qui vont être plus pour les glaces, entre autres, à Escuminac, Matapédia. Et on travaille ensemble les municipalités. Nous, à la Ville, on a fait une demande à Service Secours Baie des Chaleurs pour faire l'acquisition de notre équipement qui a été accepté. On a acheté un bateau avec tout l'équipement nécessaire qui devrait arriver prochainement, prochains jours, prochaines semaines. Et là, on est à l'étape de signer les ententes avec d'autres municipalités autour pour pouvoir utiliser ces équipements-là, puis aller sur l'eau. Et il va falloir former, évidemment, nos pompiers pour pouvoir utiliser cet équipement-là. Dans les 3 résolutions ce soir en lien avec ce projet-là, la première, c'est une coopération municipale pour la structuration du service de sécurité en milieu nautique, le dépôt d'une aide financière. On se met ensemble, les municipalités d'Avignon que j'ai nommées, en fait, toutes les municipalités. On va déposer une demande d'aide financière pour aller chercher du financement pour l'embarcation de Carleton-sur-Mer va être payée à 100% par le service Secours Baie des Chaleurs, mais pour les autres, on va aller chercher du financement. La première résolution, c'est donc pour autoriser le dépôt d'un projet dans le cadre du volet 4. C'est un projet de mise en commun d'infrastructures municipales, de soutien à la coopération intermunicipale. Donc, on autorise de déposer le projet global dans cette aide financière-là, dans ce programme d'aide financière-là, et on accepte la proposition de la municipalité de Pointe-à-la-Croix d'agir comme organisme responsable du projet. Tout le monde va demander à Pointe-à-la-Croix de déposer, puis c'est la municipalité de Pointe-à-la-Croix qui va déposer pour aller chercher du financement. Ça, c'est la première étape. Quelqu'un propose? Proposé par M. Landry. Merci. Deuxième étape, 11.2, c'est la mise en place d'un service de sécurité nautique à Carleton-sur-Mer, ajout de schéma de couverture de risque de la MRC Avignon. Tout ce qui est sécurité incendie, la Ville, on a des responsabilités, puis on travaille, toutes les villes du Québec travaillent avec les MRC. Les MRC doivent adopter ce qu'on appelle un schéma de couverture de risque. Dans ce schéma-là, c'est là qu'on vient décider qu'est-ce qu'on fait en service incendie ou en sauvetage, en service de sauvetage, entre autres, sur le territoire, combien de pompiers doivent être sur les lieux, en combien de temps, etc., etc. Présentement, dans le schéma de couverture de risque de la MRC d'Avignon, il n'est pas prévu que les services incendies fassent des interventions en milieu nautique. Là, on s'équipe, on va former nos pompiers, on va demander à la MRC, avec cette résolution-là, d'ajouter dans le schéma de couverture de risque le fait que, dorénavant, Carleton-sur-Mer va pouvoir faire des interventions en milieu nautique tout le long de la côte de notre territoire. Avec cette résolution-là, on va aussi en même temps inviter les autres municipalités de la MRC à faire la même chose. Parce que notre bateau, il pourrait être appelé à intervenir à Nouvelle ou à Maria ou ailleurs sur le territoire, puis on va demander aux municipalités, donnez-nous l'autorisation d'aller sur l'eau dans vos territoires municipaux. C'est ce qu'on va faire avec cette résolution-là. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Tremblay. Merci. Et la dernière résolution en lien avec le sauvetage nautique, c'est la 11.3, formation en sauvetage sur plan d'eau, octroi de mandat. Ce serait pour donner un mandat à l'EPIC, qui est l'Institut de... C'est l'Institut de cours au niveau de la sécurité civile d'incendie, oui. EPIC, oui, qui font de la formation du service incendie. Des formations reconnues par l'École nationale des pompiers. C'est pas l'acronyme, là. Donc, ce qu'on vient faire ce soir, c'est de donner un mandat pour former 6 pompiers à compétence 22 qui vont pouvoir intervenir sur le plan d'eau. C'est intéressant, là, nos pompiers ont de l'intérêt, veulent se faire former. On va commencer avec 6. C'est un coût de 8 213,20 sans les taxes applicables. La résolution, ce qu'on vient dire, c'est qu'on vient autoriser notre directeur de service de sécurité publique et incendie à signer les documents pertinents. Et c'est quand même particulier là, pour ce genre de formation-là. On doit payer, puis une fois la formation est complétée, une fois que nos pompiers sont formés, on va pouvoir faire une demande, puis c'est possible, c'est fort possible qu'on ait 50% des coûts de formation qui soient remboursés. C'est notre contribution, je vous parlais tout à l'heure qu'on veut travailler avec l'ensemble des municipalités de la MRC. Notre contribution, nous, on a le bateau payé, mais on forme nos pompiers. C'est la contribution de la Ville dans ce projet-là. Quelqu'un propose? Proposé par M. Leblanc. Merci.
Prochain point, on serait rendu en 12. La prochaine séance qui aura lieu le 13 juin prochain, ici même, à la salle Lavoie Saint-Laurent d'Hôtel de Ville. Dans les autres sujets, il n'y avait pas d'autres sujets. On serait à la tour de table du conseil avant de vous passer la parole pour les gens dans la salle. Je vais commencer à ma gauche par Mme Leblanc. Merci à vous, M. le maire. Mais premièrement, très heureuse à nouveau de vous accueillir ici. Ça fait quand même, 2 ans et plus. Et malheureusement, vous avez vécu un petit problème au début. Donc, très désolée encore une fois de la situation. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'à la ville, on avait déjà un petit comité, je vais l'appeler comité d'embellissement. Mais c'est que là, ce qu'on souhaite faire, c'est de l'élargir. Donc, on va lui donner un nouveau mandat, un nouveau rôle, de nouvelles orientations. Puis là, pourquoi est-ce que je vous en parle ce soir? Mais c'est que si toutefois vous avez un intérêt ou bien si toutefois vous connaissez quelqu'un qui pourra avoir des intérêts à participer à ce genre de comité-là, parce que c'est le fun dans la ville de Carleton, de plus en plus, on a plusieurs comités où on invite nos concitoyens à venir, à observer, à nous dire ce qu'ils souhaitent nous dire directement dans un comité comme ça. Et c'est entendu que c'est à l'intérieur de ce propre comité-là qu'on va fixer des objectifs plus précis. Donc, moi, je vous invite en tout cas à m'en faire part dans le cas où ça vous intéresse ou bien si vous connaissez quelqu'un. Merci à vous. Merci. Mme Tremblay. Oui, bonjour. Moi, parmi les comités sur lesquels je siège, il y a le comité Ville étudiante. Et en fait, je voulais souligner qu'en fin de semaine, on a vu le gala définissant du cégep, le campus de Carleton. Et la bourse, la ville remet une bourse, Carleton-sur-Mer, ville étudiante. Et nous sommes allés, 3 conseillers, justement, Esteban, Régis et moi, pour remettre cette bourse-là. Puis, il y a eu, donc c'était une des 23 bourses remises. Et on est allé, dans le fond, souligner le parcours souvent exceptionnel, justement, des étudiants là, qui, pendant 2 ans de pandémie, ont été résilients, persévérants, travaillants, plusieurs ont été créatifs aussi, ça a été souligné pendant la soirée. Donc, je tenais justement à souligner la réussite de ces étudiants. Ouais. Merci. Merci. M. Landry. Oui, merci, M. le maire. Il fait beau, n'est-ce pas? Très belle semaine devant nous. Puis, j'aimerais souligner l'ouverture prochaine de 2 infrastructures qui sont proches de la ville, dont le golf. Ça sera annoncé très bientôt que la date d'ouverture prévue devrait être le 27 mai. Je n'en dirai pas nécessairement plus, mais il y aura une communication de fait auprès des membres et auprès de la population en général dans la prochaine édition du Hublot. Il est possible que le champ de pratique ouvre à l'avance. C'est souvent une demande qu'il y a en début de saison. Les gens ont très hâte, on comprend. Je fais partie du lot. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, c'est qu'avec la fonte des neiges et tout, très prochainement, le réseau de sentiers du Mont-Saint-Joseph, du parc régional du Mont-Saint-Joseph va redevenir accessible. Ils communiqueront très bientôt la date d'ouverture. D'ici là, s'il vous plaît, s'abstenir d'y aller parce que très souvent, il n'y a pas de mauvaise intention, mais quand on y va trop tôt ou avant l'ouverture, ça peut briser, particulièrement en vélo, dans les sentiers de vélo. Quand les sentiers ne sont pas prêts, ça peut abîmer les sentiers, puis ça fait des travaux supplémentaires. Pour la Corporation pour le parc régional du Mont-Saint-Joseph, il y a une notion de couverture d'assurance aussi, c'est leur période d'ouverture. Il y a ça. Parmi les nouveautés qui devraient être intéressantes cette année, toute la signalisation va être faite pour venir simplifier et clarifier les déplacements dans ce réseau de sentiers-là. Il y aura l'installation de bornes informatives donnant accès lorsqu'on scanne la borne, par exemple, avec notre téléphone, donnant accès à une plateforme explicative, suggérant notamment des nouveaux, pas des nouveaux, mais des itinéraires. Donc, on peut se mettre à la place de quelqu'un qui ne fréquente pas souvent les lieux. On a des suggestions d'itinéraires selon notre niveau, etc. Il y aura ça, puis par la bande, très bientôt, je présume, on aura l'installation de la toilette
c'est prévu. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Donc, ça a déjà été annoncé, là, mais avec l'ouverture, très bientôt, il devrait y avoir l'installation d'un bâtiment sanitaire écologique dans le stationnement de l'Éperlan, ce qui va venir répondre à un besoin puis éviter qu'un problème d'usage s'accentue parce qu'il y a déjà un certain poids sur le lieu. Fait que voilà, c'est ça. Ça fait le tour pour moi aujourd'hui, M. le maire. Merci. M. Figueroa? Je vais renchérir ce que Mme Denise Leblanc a mentionné. Je suis très content de vous voir ce soir. En tant que nouveau élu, on a siégé, mais pas mal en huis clos, on dirait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de participation. Donc, je suis très content de vous voir. J'entends vos commentaires, vos suggestions, c'est toujours le fun pour nous. Là. On est là pour ça, pour vous écouter de toute façon. Donc, merci d'être là. J'espère que vous allez continuer à venir puis à donner vos commentaires selon les sujets qu'on va traiter. Sinon, il y avait deux autres points. Je fais partie du comité vert. Je suis ça de près. Je tiens à féliciter l'activité qu'ils ont faite pour les Jours de la Terre. Là, il y a eu un documentaire de présenté, il y a eu des échanges. Et puis, j'ai participé à des rencontres. Donc, je note tout ce qui est mentionné. Il y a un cadre qui participe aussi à ces comités-là, l'urbaniste, qui est très dynamique aussi. Donc, je pense que c'est pour les biens de la municipalité toujours garder en tête les côtés environnemental et écologique. On va écouter assez souvent, je pense, ici au conseil, toujours lever les petits drapeaux et avez-vous pensé à telle affaire. Donc, je suis très content de participer à ce comité-là. Et puis, je participe aussi à la politique familiale et MADA. Donc, je dois parler avec M. Pascal Alain là, bientôt pour justement rencontrer les membres du comité. Je n'ai pas eu encore la chance de les rencontrer, mais c'est dans la to-do list à faire de mon côté aussi. C'est ce que je voulais mentionner ce soir. Merci beaucoup. M. Leblanc. Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. C'est drôle parce qu'à 7h15, quand on s'est réunis dans la salle en haut, on disait qu'est-ce qu'on ferait pour qu'il y ait un peu plus de monde à nos assemblées. Alors, je crois que je conclus qu'il suffisait de revenir dans la salle du conseil, puis tout le monde, on revient à nos bonnes anciennes habitudes. Fait que ça fait vraiment plaisir. C'est pour les trois petits nouveaux, c'est un peu gênant, cette grosse chaise-là. Moi, j'avoue que je sais pas, je vais m'amener un coussin pour la prochaine séance. Je ne touche pas à terre, ça m'intimide un peu. J'ai eu des belles rencontres sur les comités auxquels je suis affecté. D'abord, le comité des usagers du banc du secteur Saint-Omer. On a relancé ce comité-là, M. Landry de l'urbanisme et moi. On avait mis dans le hublot la création des comités et les gens ont répondu d'un vif intérêt. Il y avait eu pause à cause de la pandémie. Il y a 5 personnes du secteur Saint-Omer qui sont venues à la réunion avec des superbes, de belles idées constructives, mais en nous faisant aussi part de la réalité, de la fragilité du milieu, tout ce qu'on aurait à faire comme ville au niveau de la réglementation qu'on peut imposer tout en n'étant pas chez nous, parce qu'on est dans une zone qui appartient au gouvernement fédéral, dans un parc. Fait que dans les éléments les plus positifs, il y avait une personne du secteur Saint-Omer qui nous suggérait de créer un lien avec le club des ornithologues du secteur d'ici, parce que moi, j'ai appris qu'il y avait 35 espèces d'oiseaux. Donc, c'est un milieu qu'on veut à la fois développer avec le comité des usagers, tout en étant très respectueux de la limite de ce territoire-là et de sa fragilité. Fait que les gens étaient enthousiasmés que le comité reparte. Il y avait eu un comité qui était informel, qui avait été créé par la ZIP BD Chaleur, mais cette fois-ci, c'est la ville de Carleton-sur-Mer qui prend le leadership du travail avec M. Landry. C'était aussi la semaine dernière la rencontre de lancement, si vous voulez, de toute la saison culturelle de l'équipe du Quai des Arts. Donc, c'était ce qu'on appelle le comité culturel qui regroupe tous les intervenants. Ça passe de l'écomusée au théâtre, les productions autodrôles, le clandestin, etc. Ça fait qu'on a vu tout ce qui allait se proposer en principe cet été à Carleton-sur-Mer. Mettez-vous des sous de côté pour suivre la programmation parce qu'il va en avoir pour tous les goûts, mais il va y avoir des activités
citoyenne, gratuite. On va beaucoup utiliser le Parc des Horizons, le service loisirs, culture. Ça fait à faire une programmation des dimanches, etc. C'était deux très belles rencontres que j'ai vécues. Merci. Merci, M. Leblanc. Juste pour moi, peut-être un dernier petit point d'information. On en parle depuis longtemps là, de refaire les égouts du camping. On est toujours en attente. Là, ça fait un peu plus de 2 ans. Puis on dirait que des fois, il y a des dossiers comme ça. Celui-là, il y a tout le temps quoi qui accroche. Là. Cette semaine, il devait y avoir une foreuse qui venait sur place pour faire des derniers relevés. Puis là, la foreuse a brisé en route. Fait que là, ils doivent réparer la transmission de la foreuse. Fait que, en tout cas, on est toujours en attente. On a préparé la citerne d'environnement Leblanc sur le camping en attendant que les travaux soient faits. On a toujours espoir que ça soit fait sous peu. Mais on est en attente pour réparer la foreuse d'Englobe. Voilà. Maintenant, je passerai la parole de gens dans la salle si vous avez des questions. Puis les gens en ligne aussi, si vous souhaitez le faire, je vous invite à m'écrire. Puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Oui. J'avais une question. La question, c'est de savoir qu'on est rendu avec le Newgod. Oui. Parce que, me semble, la saison approche. Je voulais savoir si on était pour coter au fin juin ou non au fin août. On était rendu avec Oui, bien, Minigolf dans le budget participatif, je serai peut-être M. Audette là, donner des détails. Bien, on a toujours l'optique de faire ça à court terme, mais je pense que il y a un enjeu, semble-t-il, dont on a été saisi récemment par rapport à l'emplacement. Donc, je vous dis qu'on est rendu à s'asseoir avec vous pour en discuter. C'est sûr qu'on veut faire ça dans les meilleurs délais. Là, nous, Vincent a planifié le projet, je pense, de façon assez précise. Là, on serait prêt à... En termes de temps d'installation, on a une idée à partir du moment où est-ce qu'il y a un go, là, ça prend combien de temps? J'aurais comme tendance à dire 1 mois, là, quand on en discute avec Vincent, puis je regarde d'autres projets similaires qu'on déploie dans la ville. C'est à peu près ça qu'on a en tête comme échéancier de travaux. Là, ça peut... Si tout va bien, je ne vous cacherai pas que ces temps-ci, les petits comme les grands projets ont des délais et des surprises tant en termes de coûts que surtout en disponibilité de ressources ou de matériaux. Mais ce projet-là, on s'entend de faire beaucoup de choses à l'interne. Ça fait que on aurait la capacité de livrer ça relativement rapidement. Soumis à M. Leblanc par courriel récemment. Moi, je suis sur le comité la politique familiale et de l'administration des années. Dans la dernière année, dans le cadre de mon travail, j'ai été impliquée auprès d'une jeune qui allait fréquenter le cégep. Une jeune de la Vallée des Chaleurs, mais de Pascabiac. Puis il y avait un enjeu, où est-ce qu'on reste? Là, je me disais, on est quand même une ville étudiante. On a une ville avec quand même probablement une bonne proportion d'aînés seuls ou à deux dans des grandes maisons, des grandes places. Je me demandais si on pouvait explorer la possibilité une idée de colocation intergénérationnelle qui se fait dans d'autres endroits au pays où est-ce qu'il y a peu de logements. Parce que là, tantôt, avec les promoteurs, moi, j'imagine la rue Como, ça peut être tout familial dans ce point-là. Mais je me disais, il y a sûrement des gens à la ville qui ont des grandes maisons, qui seraient peut-être capables d'accueillir un étudiant qui vient un peu plus loin, qui pourrait être là pour la semaine. Je me dis, des joueurs de hockey qui jouent à un niveau qui n'a pas en vont quelque part. Je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau chapeauter un chose de sécurité possible, là, mais je me demandais si c'était une idée qui pourrait être explorée pour pallier à la fois au manque de logement pour certains membres, là, entre autres au niveau étudiant. M. Leblanc disait qu'il y avait eu, il y a quelques années, une idée d'une construction pour des logements étudiants, mais peut-être qu'on aurait, dans un genre d'appel à tous, il y a peut-être 5 personnes qui lèveraient la main, que ça peut peut-être faire une différence dans le 5 ans. Bien, ça, oui, effectivement, là, je voulais compléter, vous pourriez, là,
C'est une proposition qui a été suggérée aussi, oui, pour les étudiants, mais aussi pour les travailleurs saisonniers qui viennent passer l'été ici, travailler en restauration, en hôtellerie, qui manquent d'espace. C'est quelque chose qu'on pourrait assurément regarder. Puis pour les étudiants, on travaille présentement avec le Centre de services scolaires René Lévesque et le Cégep sur un projet de résidence étudiante. Projet de 20 résidences étudiantes. Il y a une demande d'aide financière qui a été déposée dans un programme qui s'adresse au Cégep. Et là, on a passé la première étape et donc, on continue d'avancer avec eux autres. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais on travaille très fort avec le Cégep, le Centre de services scolaires, pour implanter ça. C'est un besoin qui remonte à longtemps. On l'a vu aussi avec l'annonce du déploiement de l'UQAR en région. Il va y avoir des emplois directs de l'UQAR ici au campus du Cégep. C'est très positif pour nous, puis qu'on pense qu'il y a de la place pour des résidences étudiantes, puis on avance dans ce sens-là. Ouais. C'est juste que je faisais le lien aussi avec toute la politique qu'on a révisée sur la municipalité avec les aînés, avec le sondage qu'on avait fait sur, entre autres, la sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Est-ce que vous avez l'impression, on l'a vu avec la pandémie, ça a observé beaucoup au niveau de l'isolement de certains aînés, au niveau de santé mentale, au niveau de sécurité professionnelle. Je trouvais l'idée drôlement intéressante d'avoir lu certains articles dans la presse de Radio-Canada, entre autres, sur les logements intergénérationnels. Oui, l'idée. Un n'exclut pas l'autre. Il peut toujours avoir un logement étudiant, mais d'avoir quelque chose d'autre en parallèle. Assurément. Oui, l'idée est très bonne. On va la regarder. Oui, tout à fait. Merci. Oui, Mme Negari. Oui, une question de curiosité, simplement. Les maisons qui se sont construites dans le secteur espace-nature, est-ce que c'est un plus fort pourcentage de nouveaux arrivants ou des gens de Carleton? Il y en a 8. Il y a eu 8 constructions, dont 2 jumelées. Là, ça veut dire 10 portes. À ma connaissance, là, il y a moi qui était là, qui est encore résident. Mon voisin, c'est deux jeunes qui habitent présentement en Nouvelle. Il y a des gens des nouveaux arrivants de Gaspé, du coin de Gaspé, qui se sont implantés. Il y a un peu un mélange des deux, je vous dirais. Il y a des gens de Matapédia qui sont venus s'implanter aussi, de Maria. Ça bouge un peu, mais de l'extérieur, il y a un couple de jeunes retraités aussi qui reviennent de la région de Montréal qui vont se construire. Donc, un peu un mélange d'un peu tout ça, oui. Oui. Oui, M. Normando? Conteneurs, oui. Le projet que vous avez parlé pour implémenter les conteneurs, c'est au courant des dossiers, mais juste avoir une précision, c'est quoi? C'est-tu les conteneurs qu'on parle des fois, on veut faire des maisons, c'est-tu des conteneurs d'entreposage? Oui, présentement, là, on ne parlait pas de conteneurs dans notre réglementation. En fait, c'est interdit partout, mais il y en a un peu partout si vous regardez. Notamment nous-mêmes à la ville, on s'est rendu compte. Donc, ce qu'on souhaite faire, on l'a appris. Mais en tout cas, ouais. Non. Donc, on a fait une petite réflexion là-dessus. Ce qu'on a dit, c'est qu'on va le permettre pour les zones industrielles, les zones commerciales, mais on va exiger que ces conteneurs soient capés en bon français, qu'il y ait un revêtement extérieur. Mais ce n'est pas pour des constructions résidentielles. Là. Pour des constructions de maisons, je ne sais pas si ça pourrait être admissible, il faudrait voir. Là, à ma connaissance, non. Mais on n'a jamais eu de demande dans ce sens-là. Là. Ouais. Mais c'est vraiment pour l'entreposage, il y en a qui utilisaient ça pour entreposer, puis ça coûtait moins cher. Mais on a un parc industriel là, dans Saint-Onge-Nord, là, c'est autorisé. Ils n'ont pas besoin d'être fermés, d'être capés là, mais ailleurs, ils vont devoir être capés. Au niveau d'une personne qui a terrain qui n'est pas, on s'entend des autonomes, il y a un conteneur pour mettre l'impact. Quelqu'un qui veut acquérir des choses, ça implique, si c'est dans le Saint-Onge, quand même, qui achète qui loue un emplacement, pour mettre un conteneur. Avec le prix des matériaux présentement, oui. Ben, ce qu'on dit, c'est ça. Dans les zones industrielles, CFI Métal, il y en a aussi dans le secteur dans la rue Nadeau, où ça serait autorisé. Mais ailleurs, où c'est autorisé, sauf dans les zones industrielles, les zones commerciales peuvent l'avoir, mais vont être
recouvert, puis ailleurs, bon, on ne le permet pas parce que ça a été une bonne question. Là, on l'a étudié longtemps, puis on a eu plusieurs discussions là-dessus, mais finalement, on voyait moins bien aussi dans les zones résidentielles d'implanter ça, même recouvert. Zone agricole. Zone agricole, C'est permis. c'est permis. Si on parle d'impact visuel, je reviens là-dessus. Ouais. Que ça soit beau et attrayant, parce qu'on est quand même touristique, on veut du vent. Quand on passe, on vient de parler de gestion sanitaire, on est sur la 132, on a des conteneurs. On a des mortels qui peuvent avoir un petit conteneur chez lui, puis ça paraît, il ne peut pas, mais le principe d'abord, c'est un peu le même, c'est la visibilité qu'on fait. Ben, c'est sûr que oui, oui, je suis d'accord. Là. En théorie, les zones industrielles devraient être dans des endroits où il n'y a pas trop d'impact. C'est sûr que ce secteur-là, c'est une zone qui est quand même intéressante en bord de l'eau là, pour avoir une industrie, mais il y a un historique qui remonte, là, mais oui, exact. D'autres? Oui. Dernière question. Oui. Vous avez parlé des Airbnb. Oui. Les salles ont passé vite, puis comme de Mont-Saint-Joseph, ça fait partie d'un tout qui s'en va montagne au Bouchard en arrière. C'est un gros stand global au complet. Des sections du Mont-Saint-Joseph ou Mont-Saint-Joseph au complet qui fait partie de cette grosse bulle-là qui est en Oui, à partir du sommet, là, oui, exact. Tout Saint-Louis, c'est tout dans la zone de villégiature, oui. C'est des zones de villégiature, donc par nature, c'est des résidences secondaires. Donc, c'est d'où l'idée que ce soit comme dans les autres zones de villégiature sur le territoire. Bon, je n'avais pas de questions en ligne. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans la salle? Oui, monsieur. Saint-Onge-Nord au sud? Ah, je ne sais pas. Oui. Ah oui, OK. Oui, fermé. Là. Il y a eu des travaux qui ont été faits, là, puis par un des propriétaires là, à une période de l'année de dégel. Là. Ça fait que là, la route est toujours barrée, mais ça va être assurément réparé là, pour qu'elle soit carrossable. C'est un meilleur délai. À mon avis, ça ne devrait pas tarder, là, mais ouais, ça va être réparé. Oui. Il y a une continuité, justement, on fait penser à Saint-Onge, le déboisement qui a été fait quand on monte dans le Saint-Onge, partir d'en bas, à 132 en montant vers la route du 2. Ouais. On arrive à faire le chemin de fer, du côté droit, il y a eu un gros déboisement qui, on dirait, j'ai pas vu ça. C'est récent ou il y a un mois? OK. Je ne suis pas au fait, là. Je pourrais m'informer, peut-être vous revenir, là, mais. Ah oui. OK. Ma connaissance, c'est que c'est quelque chose qui a été fait par le groupement forestier. C'était comme c'était une terre qui était qui était exploitée par un propriétaire, mais en lien avec le groupement forestier, là, je ne sais pas lequel. Donc, c'est une coupe d'arbres qui était due pour être faite à ce moment-là. Puis effectivement, les andins sont restés là. C'est sûr que visuellement, c'est une coupe forestière, là, effectivement. Autre question? Commentaire? Ça va? Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup.